Très heureuse de vous retrouver ce dimanche, mesdames et messieurs. Dimanche, c'est Info 7, vous le savez. D'ici quelques minutes, il y aura le match Vita avec une équipe africaine pour la finale. Nous profitons donc de cette occasion pour souhaiter en tout cas toutes les bonnes choses pour notre équipe, cette équipe qui nous représente. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir un homme de Dieu. Et à part être homme de Dieu, c'est un universitaire. Et je vais poser la question d'ailleurs si c'est compatible, puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est pasteur et qui ne l'est pas. J'ai donc le réel plaisir de recevoir le pasteur Godin Poyi. Et avec lui, nous allons décortiquer l'actualité de la semaine. Très heureuse de vous recevoir. Merci, Madame Paulette. Pasteur Ngoyi, je commence par vous poser cette question. La semaine dernière, j'avais reçu un autre pasteur. Vous êtes d'ailleurs candidat à la députation nationale, je le précise, qui a dit que ce n'était pas du tout incompatible, la politique et la religion. Donc, vous êtes pasteur, je vous ai aussi avec moi. Est-ce qu'il y a un verset biblique qui interdit cela ou qui permet à un pasteur ou un homme de Dieu de faire la politique active? Merci, Madame Paulette. Cela découle de l'inculture qu'il y a chez nous et de l'irrespect qu'on a toujours envers les hommes de Dieu dans notre pays. Et on fait ça, c'est parce qu'on cherche à nous cataloguer. Mais je vous dis qu'il n'y a aucun texte biblique qui interdit aux pasteurs de faire la politique. Et d'ailleurs, moi je suis de ceux qui pensent que comme les laïcs ont échoué, maintenant il faut que les serviteurs de Dieu puissent mettre de l'ordre. Nous ne deviendrons pas, pasteur Godin, une république théologique comme genre république islamique? Non. C'est pas cette crainte-là? Il y a beaucoup qui disent non. Non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter des conditions dans lesquelles on vit maintenant. Cette ville n'est pas très différente d'une porcherie. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que l'heure est arrivée où les serviteurs de Dieu doivent s'occuper de la gestion de la cité. Je ne dis pas que ce sont les meilleurs, mais ceux qui nous ont précédés n'ayant rien fait, n'ayant pas fait grand-chose, je pense que l'heure est arrivée pour que ceux qui servent Dieu puissent également apporter leur modeste expertise par rapport à la gestion de l'État. Ok. Voilà. Le pasteur Ngoyi, Poyi, merci. Oui. Le pasteur Godin Poyi est candidat dans la circonscription de la Funa numéro 43. Numéro 43, voilà. Numéro 43, Godin Poyi dans la Funa. L'actualité étant très riche, nous commençons directement avec le lancement de la campagne électorale. Ça a déjà commencé cette semaine. Le Congo Web Télévision est descendu sur le terrain pour voir un peu comment ça se passe. La CENI a lancé cette semaine cette campagne et la rencontre de la CENI, cet organe qui organise les élections avec l'Assemblée nationale. Premier condensé, Alain Bolikango, s'il vous plaît. Que tu sois opposition, majorité, société civile, nous avons un dénominateur commun. Nous avons un patrimoine commun, c'est la République démocratique du Congo. Et qui que vous soyez, du Congo central à Ituri, au nord Ubangi, au Katanga, dans tous les Congos, ce qui nous est cher, c'est la République démocratique du Congo. Quelles que soient vos idées, quels que soient vos projets, tenez en compte que c'est la République démocratique du Congo est d'abord au-dessus de nos petits projets individuels, que c'est au-dessus de nous-mêmes, mais que c'est la République démocratique qui compte. Mais que cette République démocratique du Congo est constituée des hommes et des femmes que nous sommes. Il nous est donc demandé exhortation, l'amour entre nous-mêmes, mais aussi apaisement. Pas la peine, nous sommes déjà dans une situation fragile, pas la peine, on alimente le feu. C'est grâce à Dieu que nous sommes encore République démocratique du Congo comme tel. On parle de la balkanisation de ces pays depuis que nous sommes étudiants. Ça, ce sont des thèmes qui doivent nous concerner tous. Que le Congo doit rester seul, uni, et que avant les élections comme après les élections,
ceux qui veulent ces projets noirs ne l'obtiennent pas en justifiant du fait que nous ne sommes pas, nous ne nous attendons pas. Quand on parle de la campagne, c'est des colibés, c'est de l'intoxication, c'est la désinformation, c'est tout et peu du tout. Mais tenez compte du fait que, quel que soit ce que vous faites, nous ne nous séparerions pas, mais que nous restions unis devant la bonne cause. Bonne chance donc à tous. Et nous espérons que nous sommes convaincus que nous allons fêter Noël cette fois-ci, non seulement pour fêter la nativité, mais nous allons fêter aussi le fait que le Congo aura fait ce que nous attendons depuis longtemps, la passation pacifique des pouvoirs, la remise et reprise, la première en 60 ans d'indépendance, entre un chef d'État sortant que nous connaissons et un chef d'État entrant que nous ne connaissons pas encore, mais que vous et nous allons choisir librement. Ça sera historique et c'est pour le bien du Congo. Pour le reste, bonne chance à tous. Ainsi, au nom de la plénière de la CENI, mes collègues ici présents, je déclare lancer la campagne électorale pour le scrutin présidentiel à partir de février en minutes exactement. Je vous remercie. La CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. De deux, la CENI s'apprête à lancer la campagne électorale à partir de demain, ici même. De trois, le bureau de l'Assemblée avait reçu mandat de la plénière de recevoir le bureau de la CENI pour échanger sur les questions de l'heure et autour de son rapport qui n'a pas pu être défendu au niveau de la plénière. Et c'est ce que nous venons de faire dans l'ensemble, échange, donner les informations importantes et répondre à certaines préoccupations. La date du 23 reste incontournable. Nous devons nous préparer à défendre nos projets de société. Nous avons 605 partis politiques. Nous supposons qu'il y a 605 projets de société, que ceux qui pensaient ou qui rêvaient la possibilité d'ajournement ou de report des élections se disent que quand on a commencé la campagne, c'est incontournable, nous devons aller au 23 aux urnes et la CENI s'apprête à gérer de la manière que la vérité des urnes soit respectée à travers les CLC tels que nous l'avons modifié actuellement. Donc il n'y a plus de raison de rêver à un quelconque report d'élection. Fangoye, j'avais suivi personnellement un élément où d'autres pasteurs vous ont, comment je peux dire, vous ont couronné en quelque sorte, vous ont présenté comme un candidat à élire. Est-ce que c'est pas jouer un double jeu là? Est-ce que vous n'incitez pas un tout petit peu vos fidèles à voter pour vous? C'est pas un peu de la triche? Il n'y a pas de tricherie en cela. Donc il ne faudra pas que... Il faut savoir que moi je ne suis pas Ngoï, je suis Mpoy. Il ne faut pas massacrer mon Dieu, Poy. Donc il ne faut pas massacrer mon nom. Je vous... Toutes mes excuses, en fait, Poy. Non. En fait, il n'y a pas d'interdiction aux fidèles de voter pour leur pasteur. Il n'y a pas d'interdiction, il n'y a aucune tricherie. D'ailleurs, c'est plus intime. Qu'il en soit ainsi, c'est que quand je suis là, j'en appelle au soutien de la grande église catholique. Parce que ce soit au Congo comme ailleurs, je suis leur produit scientifique. J'en appelle au soutien de l'église protestante parce que mon frère, papa, fils est protestant. Et j'en appelle à la grande église de réveil. Notamment en citant toutes ces colonnes, le bishop Albert Tankeza, l'évêque Pascal Mokuna, le pasteur Barouti, et j'en passe les meilleurs.
Donc il n'y a aucune tricherie. Est-ce que l'église est le lieu idéal pour faire passer ce message, pour présenter des candidats? Vous n'êtes pas le seul. Il y a aujourd'hui d'autres pasteurs qui le font. C'est la place idéale? Il n'y a pas d'incompatibilité par rapport à cela. Même si la personne ne prie pas là-bas, pasteur Poy, non. Même si la personne ne prie pas là-bas, vous prenez ce candidat, vous l'emmenez dans votre église pour le présenter jamais dans mon église, ça ne se fait pas. Mais ailleurs, ça se fait. Si j'ai été présenté dans mon église, c'est parce que j'en suis pasteur. Donc si je sais que chez nous, comme nous avons une sœur qui est candidate, j'ai encouragé aux gens de voter à sa faveur, tout simplement parce que nous sommes dans une confrérie. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est que quelqu'un qui ne priait pas, donc qu'il puisse se servir de l'église comme tremplin. Ça, je partage ton point de vue, parce que je suis de ceux qui pensent que l'église de Jésus n'est pas à vendre. Mais Jésus avait chassé des commerçants à l'époque. Pour ceux des membres, oui, pour ceux des membres de l'église qui sont politiquement engagés, ils doivent avoir le soutien de l'église. Mais vous êtes pasteur, déjà vous êtes un diplômé, 15 diplômes d'université, donc je peux me permettre de dire que le pasteur Poy est assis, comme on le dit. Pourquoi vouloir faire de la politique active? Vous voulez encore dégrainer ce peu-là que les autres pourront en voir, pasteur Poy? Non, moi si je veux m'engager politiquement, c'est pour 3 raisons, et même 4. Moi, je fais mon école fondamentale à l'Athénée Royal de Kadina ici. La commune de la Gombe n'avait rien à envier à Oloué en Belgique, à Bruxelles bien sûr. Alors, la ville est détruite. L'école est détruite. L'hôpital est détruit. Il n'y a pas d'infrastructure de base. Et vous pensez que nous, on doit rester comme ça parce que ce pays, c'est la panne d'une certaine maman léguée à un certain groupe d'enfants. Au-delà de mon statut de pasteur, je suis un Congolais comme tous les autres. J'ai les mêmes droits, j'ai les mêmes devoirs. C'est ainsi que je me suis dit que je dois m'élever pour apporter ma modeste contribution. C'est honteux. Nous sommes parmi les rares États du monde qui ont encore les billets de 6 milliards de dollars. Et ça, c'est à l'élaboration. Quand on va commencer l'exécution, on sera autour de 4 milliards. L'université d'Harvard a un budget de 32 milliards de dollars. L'Algérie a un budget de 24 à 25 milliards. Le Nigeria, donc lorsqu'on ne tient pas compte des États fédéraux, c'est autour de 30 milliards. L'Angola, c'est 66 milliards. Vous pensez que nous méritons ces billets de misère? C'est pour cela que je me suis engagé, parce que je voulais servir ma cité. Et pour une fois, les Congolais doivent savoir qu'il est dans un pays riche. Donc nous venons là-bas, c'est plus pour servir que c'est servir. La campagne a déjà commencé, donc un gros coucou à tous les Congolais qui habitent... C'est le candidat numéro 43. Voilà, donc gros coucou à tous les Congolais qui habitent à Oloué, hein, à Bruxelles. Ah, oui. Voilà, gros coucou à l'époque, nous, quand on grandissait, on n'enviait pas Oloué. Mais regardez maintenant, là, on ne sait pas même si entre Bandal chez nous et la ville, quelle est la banlieue? On ne connaît pas donc, exactement. Vous avez dit que vous êtes là pour apporter votre pierre de contribution, pasteur Poy. Ma modeste, bien sûr, oui. Évidemment, oui. Mais votre premier projet de loi, on aimerait bien ça, parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'est voté pour moi, on ne sait pas pourquoi. Quel est, par exemple, votre tout premier projet de loi? Qu'est-ce que vous voulez soumettre à l'Assemblée nationale, pasteur? Non, l'excédent à ce qui concerne le Congo, c'est en matière de textes. Depuis la Première République, le Congo a toujours eu de beaux textes. C'est ainsi que la bataille d'aujourd'hui, ce n'est pas une bataille de textes. Tout est déjà là. Aujourd'hui, nous avons un problème de rationaliser la gouvernance dans ce pays. Et je l'ai toujours dit, je voudrais encore le répéter, que la grande barrière au développement de ce pays est anthropologique. Donc, lorsque nous serons... il y a une carence d'hommes d'État au Congo. Il y a une carence d'hommes d'État. Donc ces gens-là qui rêvent le pays. Je ne parle pas de... Comme j'ai entendu, ces derniers temps, on définit l'homme d'État au Congo comme celui qui exerce les fonctions officielles. Je me dis, mais nous sommes dans quel monde là?
Un homme d'État, il exerce les fonctions, c'est celui qui l'exerce au profit de la cité. Et il y a des hommes d'État, c'est-à-dire des gens qui ont des capacités de rationaliser la gouvernance publique, mais qui n'ont pas encore eu la chance de le faire. Donc bref, je voulais dire qu'avec l'aide de Dieu et les soutiens de notre électorat, quand nous serons dans les institutions, la première démarche, c'est de se battre pour instituer la méritocratie dans ces pays. Chancelier Rupamba, il faut non, ça doit disparaître. Il faut que le diplômé ait leur valeur, le diplôme cette histoire et sa valeur. Cette histoire où les politiciens vont acheter des thèses de doctorat à l'université, ça doit cesser. Cette histoire où les professeurs d'université ont un salaire de misère, ça doit cesser. Et comment y mettre fin? C'est de s'organiser, parce que pour ceux qui connaissent comment la machine financière de notre pays fonctionne, ils savent que les 70% des recettes courantes de la République et de l'État proviennent de la fiscalité et de la parafiscalité. Donc, à court terme, il faudra rationaliser la gouvernance de ces régies financières. Je ne dis pas qu'il n'y a que l'abruti là-dedans, mais ceux qui ont le profil de diriger ces grandes structures sont de moins en moins nombreux, ils ne dépassent pas 15%. Il faudra maintenant qu'on puisse s'organiser pour que ces régies soient des corps protégés. Ça, c'est à court terme. Quel est l'objectif? Vous avez suivi Nzolo Bambi. Il a dit que chaque année, l'État perd plus ou moins 15 millions de dollars. Au moins 15 milliards de dollars. Et là encore, c'est parce qu'on parle de 15 milliards, c'est par rapport à ce qui est collecté. Mais les bassins des contribuables congolais n'ont toujours pas encore été exploités à fond. Et c'est pour dire que si on veut vraiment exploiter tous les répertoires fiscaux de notre pays, les 15 milliards, là, ça peut arriver jusqu'à 30 milliards de dollars. Donc, la première démarche, il faut chercher à rationaliser la gouvernance de ces régies financières. Parce que ça, c'est à court terme. À court terme, on cherche d'abord à récupérer ce que l'État est en train de perdre. Et la grande barrière de ce côté-là, c'est la barrière, elle est anthropologique. Je le disais, bon, tout le monde n'est pas mauvais, mais la plupart de ceux qui dirigent ces régies, ce sont des gens qui ne devaient pas être là où ils sont. Alors, c'est la première démarche, la première étape. Alors, quand on récupère ces 15 milliards, il faudra maintenant chercher à stimuler la demande. Et pour stimuler la demande, on va passer notamment par l'amélioration des salaires des agents de l'État. Quand ces gens verront leur pouvoir d'achat augmenter, ils vont consommer davantage. Cela va stimuler la demande globale. Et la demande globale va déboucher sur la nouvelle production. Comme David Ricardo disait que les produits achètent les produits. Et dès qu'on fait cela, évidemment, il y a déjà une base qui a quand même déjà placé dans ces pays dans le cadre du programme national stratégique de développement, qu'il faudra bien sûr ajuster, mais c'est les cadres dans lesquels nous allons évoluer pendant 5 ans pour voir comment aujourd'hui les 145 millions d'hectares de nos forêts peuvent rapporter 10 milliards de dollars au budget de l'État. Comment pas seulement se focaliser sur les mines. Non, il faut changer le modèle économique de la République démocratique du Congo. Nous avons toujours eu un modèle économique tourné vers l'extérieur. Il y a du potentiel. Madame Paulette, le fleuve Congo, long de 4700 km, non exploité, 6e au monde de par sa longueur. Les études récentes et les plus fiables, par son aire de drainage, les études fiables renseignent qu'entre les poules Malébo et Kisangani, le potentiel en poisson est de 120 tonnes par jour. Et un chalutier par jour. Et un chalutier ne vous coûte que 500 000 dollars. 120 tonnes par jour. Et un chalutier, j'ai l'autorité de le dire, et un chalutier ne vous coûte que 500 000 dollars. Lorsque nous quittons les fleuves, ce pays, ton pays, il a plus de 80 lacs, dont les plus poissonnés du monde. C'est anormal que nous puissions continuer à importer des chinchards qui ont des désagréments sur le plan sanitaire, pendant qu'il y a des poissons à notre portée que nous refusons tous de pêcher.
Corneille Nangaa a mis l'accent sur la balkanisation, pasteur Poy. Pour vous, c'est une crainte réelle, la balkanisation de la RDC? Je t'ai dit ceci, Madame Paulette. Si je me suis engagé, si je dois m'engager aujourd'hui dans la vie politique, c'est pour 3 et même 4 choses. La première chose, c'est que je voulais que le Congo se développe. Ma modeste formation, je suis développeur des États. La deuxième raison qui me pousse à m'engager dans la vie politique, bien sûr, si je suis élu, je voudrais mettre fin au tribalisme dans ce pays. On va parler et la troisième raison, maintenant c'est pour rencontrer... je dois me battre contre la balkanisation de ces pays. Si les gens ne le savent pas, la balkanisation du Congo est toujours à l'ordre du jour. L'aventure qui s'est passée à Genève, ces gens étaient des connivences avec les représentants, l'envoyé spécial des États-Unis au Grand Lac. Ce monsieur-là, cet envoyé-là, c'est lui qui avait déclaré qu'il faut balkaniser le Congo. Nous n'allons pas nous laisser faire. C'est pourquoi je voulais demander à la population à plus de vigilance. Voilà. On ne peut pas accepter qu'on nous sépare de Goma, qu'on nous sépare de Bukavu. Les Congo, les Lumumba, les Kassavubu, nous l'ont laissé dans cet état. Et les choses demeureront en pristine état jusqu'au retour de Chassa. Nous prenons d'ailleurs le deuxième sujet, c'est le retour de Fayulu, le 21 novembre 2018. Le pasteur Poy a déjà donné le ton. L'aventure de Genève a été vraiment le soubassement avec celui qui veut la balkanisation de la RDC. Nous allons en savoir un peu plus. Et évidemment, toujours dans cette campagne, c'est la descente de Mme Clarisse Mobedi à Lissala, dans l'ex-Grand Équateur. Déjà dans la matinée, en groupe, à pied, en voiture ou en camion, militants de la plateforme Lamuka convergent vers l'aéroport international de Njili. Un seul nom dans leur bouche, Martin Fayulu. C'est aux alentours de 13 heures que celui que l'on surnomme soldat du peuple foule le sol de Kinshasa. Parti comme simple candidat président pour le compte de la dynamique, Martin Fayulu regagne le pays sous la casquette d'un candidat président investi par quelques leaders de l'opposition, dont Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito ou encore Freddy Matungulu. Au cours d'un meeting improvisé, Fayulu va rendre hommage à ces derniers, y compris Félix Tshisekedi. Et ses premiers remerciements iront à Dieu. Une mobilisation réussie, diront certains, faible selon d'autres, mais largement suffisante pour ceux qui étaient présents pour démontrer l'existence d'une base acquise à la cause de Martin Fayulu. Hormis des tirs de gaz lacrymogène par la police pour disperser la foule et permettre ainsi au cortège du candidat de Lamuka de se frayer un chemin, aucun incident majeur n'a été détecté, en tout cas pas assez pour gâcher la fête du jour entre Martin Fayulu et les siens. L'accueil était chaleureux à Lissala territoire. Tous les habitants de ce coin sont venus écouter un seul message de leur candidate députée provinciale. Il s'agit ici de Clarisse Londa Mobedi, affectueusement appelée Maman Sociale. Prenant la parole devant la population, la candidate a promis l'ouverture dans les jours à venir d'une fondation. Celle-ci sera précédée d'un centre de santé où la consultation sera gratuite dans l'objectif d'épargner les habitants de Lissala au déplacement vers Kinshasa pour raison de soins médicaux.
nazali na makambo te oyo ya moto mosusu ya ngai moko naluka minganga baya awa na mboka na ngai lisala bakopesa moto nyonso oyo akolinga kosenregistre à partir ya lundi bakopesa moto nyonso traitement ofele consultation bandi mpena bakoya minganga nakotanga nombre te mpona maladi ya basi pédiatrie oyo ezali ya bana oyo ezali ya mibali mpe bato babelaka miso tobandino na makambo ya miso na généraliste oyo ezalaka malaria infection tout ça yango tozobanda nango minganga ntango baza kokoma awa ezali mpona koconsulte bino d'abord ofele eyaboye te. Signalons par ailleurs que la candidate députée provinciale de l'Issala Territoire a aussi échangé avec quelques chefs coutumiers de la province, auprès de qui elle a obtenu une bénédiction pour sa victoire aux élections du 23 décembre. Pasteur Poyi, je reviens à vous. Pour vous, la rencontre de Genève était un échec, tout simplement. Ça devait normalement pas avoir lieu. Non, bon, sur le plan politique, moi ça ne me dérange pas, c'est l'expression de la démocratie. Les leaders politiques peuvent se rencontrer partout où ils veulent et surtout que l'enjeu était de taille. Mais moi, cet aspect politique ne m'intéresse pas. Mais c'est l'enjeu du jeu. Je préfère que les Congolais ouvrent bien les oreilles. Sur les 57 ans, l'indépendance de ce pays, nous avons passé 22 ans à nous entretuer. C'est ce qui a bloqué le développement. Les tireurs de ficelles, ce sont les Occidentaux. J'ai l'autorité de le dire. Tu m'as présenté non seulement comme pasteur, comme professeur d'université, je côtoie plusieurs personnes et ce que je dis, les très hauts me regardent et mon père m'entend de sa tombe. La balkanisation de ce pays est toujours à l'ordre du jour. Nos frères, les grands leaders qui étaient là, peut-être qu'ils n'avaient pas l'information, mais la manipulation s'est faite au niveau des Nations Unies. Leur souci, c'était qu'il n'y ait pas élection le 23. Il y aura guerre, comme ça, ils viendront prendre les armes. Ils vont faire semblant, comme nous avons des gens qui n'ont aucun sens de la patrie. Ils allaient donner à chacun une province, un territoire à diriger. Et on reviendra... non, ça ne devait plus revenir à l'ancienne formule. Ça allait déboucher sur la balkanisation et ça, nous devons veiller. Comme le Soudan. C'est ça. Comme le Soudan. Ce qu'ils ont fait au Soudan. Moi, je ne parle pas en l'air. Ceux qui me suivent, vous pouvez entrer seulement sur Google, parce que vous ne pouvez pas accéder aux informations qui sont à notre disposition. Mettez seulement les noms de l'actuel envoyé spécial des États-Unis au Grand Lac. C'est depuis 2012 que ce monsieur ne jure que sur la balkanisation du pays. La Bible. A-t-il ou raison, vu ce que nous faisons nous-mêmes de notre pays, je réfléchis par l'absurde. Il a tort. C'est pour cela que nous nous engageons dans la vie politique. Non seulement pour développer le Congo, mais le maintenir dans le format que les Lumumba nous l'avaient légué. Il dit par exemple que le pays est trop grand, Pasteur Poyi. Réfléchissons froidement. C'est stupide. Le pays est trop grand. C'est stupide. On ne parvient pas. C'est stupide. C'est vous qui voyez ces gens-là comme des anges ici. Nous avons fréquenté les mêmes universités avec HEC. Parce qu'ici, quand on voit un petit blanc là qui parle, les gens tremblent. Et je vous informe qu'on n'envoie jamais les meilleurs en Afrique. De quel droit, lui, il peut dire que le pays est plus grand? Entre les Congo et les États-Unis, qui est plus grand? Pourquoi l'Union européenne est en quête de membres supplémentaires? Pourquoi il ne peut pas développer cette théorie là-bas? C'est-à-dire, on nous prend pour des imbéciles. Ces gens, nous avons fréquenté les mêmes écoles avec HEC. C'est ici, comme vous avez le colonialisme mental. Quand ils viennent, ils parlent, vous tremblez. Personne ne peut pas chercher à balkaniser le Congo tant que nous sommes en vie. Il est vrai que la majorité a échoué, mais tous les Congolais n'ont pas échoué. C'est pour cela que je suis le candidat numéro 43. Nous allons relever les défis. Si ce pays a des problèmes aujourd'hui, c'est à cause de cette classe politique poubelle. Des deux camps, hein? Des deux camps opposition. Donc 90% de nos politiciens, ce sont des gens qui font la politique pour s'acheter des chaussures et des voitures. Le pays n'a pas la valeur d'une voiture. La plupart de ces gens, en 2006, c'était des D6. Ils sont allés acheter des diplômes à l'université. Et nous devons laisser le Congo comme ça parce qu'ils sont là. Je te dis, madame,
l'enjeu est de taille. Congolais, nous devons nous réveiller. Battons-nous pour le développement du pays. Battons-nous pour l'intégrité de notre territoire. C'est vrai que... Et je dénonce le tribalisme. Le tribalisme... Nous sommes les enfants de Kinshasa. On ne connaît pas cette histoire-là. Voilà, Kinshasa, c'est le village de tout le monde. Nous y arrivons. Katangé, Kassaïen, Équatorien, Bas-Congolais, Bandundoué, Kivousien. Kinshasa, c'est notre village. Même si vous venez de Kisangani, ça c'est notre village, que personne ne se trompe. Mais pratiquement, comment combattre ce tribalisme qui est aujourd'hui... Je demande à toutes ces associations des droits de l'homme, depuis que ce message de tribalisme est véhiculé, aucune association, même pas une simple dénonciation, nous allons nous organiser pour traduire en justice tous ceux qui veulent séparer les Congolais. Et ce qui m'écoeure, c'est que c'est un silence. C'est la manipulation des politiques. Un silence. Des politiques ce que je ne comprends pas, c'est le silence dans les deux camps. Personne n'ose soulever son petit doigt. Ce discours incendiaire a fait des génocides au Rwanda. Je ne permettrai à personne, je l'ai dit madame. J'ai demandé aux gens de notre plateforme, aux gens de notre église, toutes ces personnes qui tiennent les discours séparatistes et haineux, nous prenons ces vidéos-là, nous les envoyons directement dans ces pays. Pour que si jamais quelque chose arrive dans ces pays, que ces gens doivent être poursuivis. Je vais m'engager politiquement, si je suis élu bien sûr, pour 3 choses et même 4. La première des choses, on doit développer... Mais pasteur Paul, il y a des gens qui disent que les élections en RDC sont encore tribales, qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité congolaise. Aujourd'hui, tous ceux qui soutiennent, je vous en prie, laissez-moi poser la question calmement. Tous ceux qui soutiennent aujourd'hui Fayoulou sont traités d'être des gens de Bandundu ou de l'Ouest. Lui-même, Mouzito l'a dit, selon les informations, que Fayoulou a le soutien du Bas-Congo, en fait, oui, c'est Bas-Congo, Congo central, Bandundu, l'ex-grand Bandundu et tout ça. Et Vital Kamerhe a le soutien de l'Est, Fachi a le soutien du centre aujourd'hui. Et la réalité est là, les élections sont encore tribales. Que faire pratiquement, pasteur Mpoyi, pour casser ce discours-là? Bon, le drame, c'est que vos médias font trop de savants. Il y a des gens que vous présentez ici comme des génies, pendant qu'ils ne figurent sur aucun répertoire de scientifiques, même pas dans leur propre commune. Okay. Il y a des gens dont nous découvrons les capacités managériales seulement sur vos plateaux ici. Vous comprenez? Je vais te dire ceci. Je sais que vous n'avez pas mon âge. Il y a un monsieur qu'on appelle Comte de Ville à Kikanda. Okay. Il a été il y a Goma. Ce sont des petits esprits, les gens qui n'ont rien d'autre à faire valoir. Nous vivons dans ces pays, je t'ai dit. Moi, je suis ici à Kinshasa. Tous mes amis, je ne connais pas leurs origines. Ce sont ces politicailleurs, ces gens qui font l'impolitique et non la politique, qui veulent nous séparer. Nous avons toujours été unis. D'ailleurs, ici à Kinshasa, nous, c'est les Massananga. Ce sont les gens qui n'ont rien d'autre à faire valoir, qui veulent appuyer sur la fibre tribale. Je te donne un cas, que Comte de Ville à Kikanda a été élu au Nord Kivu. Il est du Congo central. Ce discours-là, nous, que ce soit nous à Kinshasa ou au niveau de l'église, il ne doit pas passer. Et ces gens qui raisonnent comme ça, c'est pour voir la petitesse d'esprit. Ce sont des gens qui ont fait des études moyennes. Ce discours-là ne peut plus tenir aujourd'hui. Il y a des amitiés profondes qui se sont créées. Il y a des mariages mixtes. Donc, ils déraisonnent comme quand ils étaient encore aux affaires. Donc, c'est une théorie qui ne passera pas. Exactement. Moi, je te dis ceci, je demande à tous les Kina qui me suivent. Moi, les débats de Fayoulou, de Ramazani, de Félix, de Kamer ne m'intéressent pas. Moi, c'est le Congo. Mais je se battent aussi pour le Congo. J'ai dit ceci. En fait, je ne veux pas. Moi, je suis un homme assez élevé. Je ne peux pas me permettre de me mettre là pour parler des gens. Mais je parle du pays. Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que nous, ce qui doit nous intéresser aujourd'hui, c'est le Congo. Quand ces gens-là volent, ils n'envoient pas l'argent dans leur tribu. Je sais que même parmi vos collègues, il y a des gens qui sont payés pour désorienter l'opinion, mais ça ne passera pas avec nous. Je voudrais vous dire ceci. Si nous voulons nous développer, c'est la seule qualité qui nous restait. Donc nous sommes une nation, tout seulement parce que nous avons encore cette volonté-là de vivre ensemble. C'est la qualité qui manque même à la petite Belgique. Donc,
si quelqu'un cherche aujourd'hui à nous séparer, en faisant des analyses biaisées sur les tribal, allez lui dire que ce sont des notions de 1960. Okay. Aujourd'hui, il y a des amitiés profondes, plus profondes même que la fraternité. Il y a des mariages mixtes. Donc ces théories-là ne fonctionneront pas à Kinshasa. D'ailleurs, voilà. pour être un cas pratique, moi d'ailleurs, mon mari est de la province orientale, Lokele pour être sûr, voilà. Et moi je suis du Kulou. Donc nous allons parler de la... Ce sont des gens qui devaient être des paysans au village, mais se sont retrouvés aujourd'hui par la force des choses. Nous allons parler de la déclaration de l'UDPS et de l'UNC. Vous le savez, après l'échec de Genève, c'est là une certaine opinion. Les deux grands leaders se sont retrouvés à Nairobi au Kenya, où ils ont trouvé enfin leur candidat. Fachi a été élu candidat choisi par l'UNC. Donc l'UNC a désisté pour Fachi à la présidence de la République et le point de presse de la majorité présidentielle. Par leur leader, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, lequel accord stratégique constitue un pas décisif vers la concrétisation de l'alternance tant attendue par la population congolaise. L'UDPS et l'UNC félicitent les présidents Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi pour leur sens élevé de l'intérêt général et rendre hommage appuyé au président Kamerhe pour son unité, traduite par son désistement en faveur du président Félix Tshisekedi, afin de maximiser les chances de l'alternance. L'UDPS et l'UNC appellent la population à la plus grande vigilance lors des opérations de drone. Elle sera, par sa vigilance, la seule gardienne du vrai résultat du vote. Par ailleurs, l'UDPS et l'UNC gardent leurs mains tendues pour une coalition plus large à l'endroit de toutes les forces politiques et sociales acquises au changement. Enfin, l'UDPS et l'UNC appellent la population chinoise à se mobiliser massivement pour réserver un accueil digne à leurs deux leaders le mardi 27 novembre 2018 à l'aéroport international de Chine. Au cours d'une conférence de presse tenue le vendredi 23 novembre, la majorité présidentielle s'est voulue rassurante quant à la détermination de leur candidat à la présidentielle à battre une campagne décomplexée face aux autres candidats. Pour ce faire, Emmanuel Ramazani Shadari va s'appuyer sur le bilan largement positif de Joseph Kabila, renchérit André Ala Tsundu. Le bilan global du président Kabila, je le rappelle, c'est d'abord la réunification du pays. On a plus 3, 4 entités autrement. C'est la réunification de l'espace monétaire. C'est un même fonds qui est consommé partout. La circulation. Il n'est plus nécessaire pour aller à Guémena de passer par Bangui ou pour aller à Goma de passer par le Kenya et le Rwanda. Même sur le plan économique aujourd'hui, si la paix n'était pas une réalité vécue, on pourrait mettre en œuvre une politique de modernité. On ne pourrait agir sur les 5 chantiers de façon efficace. Donc, le bilan du président Kabila est globalement et fondamentalement porteur. C'est-à-dire que par son travail de 17 ans, eh bien, le président Kabila laisse le pays avec l'espoir de continuer le progrès qu'il a commencé pour un lendemain de mieux en mieux.
S'agissant de la crédibilité du processus électoral, la majorité présidentielle estime qu'il est fondamentalement et suffisamment crédible, au point que ceux qui partagent avec le président Kabila la passion du Congo ont décidé d'aller aux élections avec ou sans machine à voter. Pasteur Mpoyi, vous avez suivi le désistement de Vital Kamerhe par rapport à Félix Tshisekedi. Pour vous, c'est pour l'intérêt général de la RDC? Vous réfléchissez aussi comme ça? Non, c'est-à-dire que là, je vais réagir en tant qu'analyste. Vous savez, la politique, c'est comme les affaires. On ne la fait qu'avec les forces qui comptent. Lorsque vous êtes dans une entreprise, les gens qui ont le pouvoir de décision, ce sont les actionnaires majoritaires. Et cette logique se transpose sur les plans politiques et même sur les plans scientifiques. Au départ, la politique était enseignée dans des facultés de l'économie. Qu'est-ce que je voulais dire par là? L'histoire politique de ces pays renseigne qu'aucun parti, même pas le PPRD, ne peut gagner les élections seules. Et à mon sens, la majorité étant en faillite totale, l'opposition devait faire le management situationnel pour récupérer le pouvoir. Mais malheureusement, ils se comportent comme des enfants. Aujourd'hui, les forces qui comptent sur le plan politique, du moins dans l'opposition, il y a un carré constitué de Bemba Gombo, Jean-Pierre, Katumbi Tchapwe Moïse, Tshisekedi Tshilombo Félix et Vital Kamerhe. Si l'opposition veut vraiment gagner les élections, il doit aligner comme candidat l'un de ces quatre. Mais les deux sont déjà des invalidés. Hein? Oui. Les deux sont déjà des invalidés. Même s'ils sont invalidés, ce sont des gens qui ont des assises dans ces pays. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai suivi que l'INC et l'IDPS venaient de faire une alliance. Mais s'ils veulent effectivement gagner les élections, je pense qu'ils doivent arracher les soutiens des deux autres. De Moïse Katumbi et de Jean-Pierre. S'ils manquent les soutiens de Jean-Pierre, qu'ils obtiennent celui de Moïse. Je demande aussi aux deux invalidés de comprendre que le peuple souffre, qu'ils ne voient pas leurs petits intérêts, qu'ils soutiennent un candidat qui a des assises. Donc la base, qui a la base. Oui, c'est ça la politique. Je t'ai dit que la politique, c'est comme les affaires. On ne la fait qu'avec les forces qui comptent. S'ils veulent que vraiment que le pouvoir change de camp, qu'ils soutiennent celui qui a une assise, comme on appelle chez nous la base. Mais ce que je veux aussi donner comme conseil à l'IDPS et à l'INC, qu'ils doivent éviter l'autosuffisance. Je sais qu'ils représentent beaucoup dans l'échiquier politique, mais qu'ils apprennent aussi à faire des pas, même en direction de Fayoulou. Puisqu'aujourd'hui, il y a l'opposition combat l'opposition aujourd'hui. Non, c'est ça, vous comprenez. Donc vous voyez que la bataille maintenant, c'est entre les opposants. Et ça les diminue. Mais non, le problème, ce ne sont pas ceux qui parlent là. Donc c'est-à-dire que le vrai détenteur du pouvoir, dans l'autre camp, c'est Jean-Pierre Bemba Gombo qui a une base. Et Moïse Katumbi qui a non seulement une base, mais qui a aussi des millions. Ah, ça, ce n'est pas négligé. Hein? Non, n'est pas négligé. C'est pour dire, je sais que les deux là, ils ne veulent pas soutenir un candidat puissant parce qu'au de peur que leur carrière politique puisse disparaître. C'est ça la stratégie. Donc pour vous, Fayoulou était je ne veux pas parler des gens ici, je ne veux pas permettre aux hommes moyens de venir ici chercher les droits de réponse. Donc, je suis papa, je préfère être au-dessus de la mêlée. Je fais des analyses objectives. Toute personne qui a sa tête en place comprendra qu'il y a le minimum d'objectivité dans ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que au lieu que les deux ici cherchent à soutenir quelqu'un qui n'a pas une grande base, au motif qu'il y ait un blocage, pour qu'il y ait des troubles, ils ont tout intérêt à soutenir celui qui a une base, parce que seul ou bien les deux auront du mal
à en découdre avec les candidats de la majorité. Le FCC l'a d'ailleurs dit par le canal de Alain André Atundou, le bilan de M. Kabila est largement politique. Il a réussi, entre autres, la réunification de l'État congolais, et Chadari n'a qu'à continuer le bilan de ces 17 ans. Votre analyse, Pasteur Mpoye? Bon, objectivement parlant, il y a quand même des choses qui ont été faites dans ces pays depuis 2001, mais on n'en a pas fait assez. Et si le président était comme le maréchal Mobutu, je pense qu'il allait faire fouetter beaucoup de ses collaborateurs. Le naufrage est entré dans ces pays en 2012. Il te souviendra que c'est sur cette table que je disais que la TVA qu'on venait d'instituer au Congo, elle était mal conçue, très mal appliquée. Je vous avais reçu, tout ce que nous vivons maintenant, ce sont les conséquences. Le président de la République avait bien commencé son travail jusqu'en 2010. Mais maintenant, quand il y a eu des affairistes, et la grosse bêtise qui coûte trop cher aujourd'hui la majorité, c'est le fait d'avoir rompu avec le Fonds monétaire international. Parce que les bruits ont commencé déjà en 2012. C'est ces jours-là qu'on avait signé la mort de la majorité présidentielle dans ce pays. Malheureusement, quand j'expliquais ça, les gens pensaient qu'on était contre. Non, nous avons été formés pour développer des États. Donc en disant cela, je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais ce que je fais, beaucoup même de ces premiers ministres qui n'ont pas fait. Et certainement qu'ils n'en feront même pas dans les. Mais il y a des gens qui vont rétorquer, pardon, Pasteur Mpoye, que le FMI n'a jamais développé un pays. Qu'est-ce que vous leur direz? Ces gens-là, ils ont fait quelles études dans leur vie? Les gens qui tiennent ces discours-là. Il faut d'abord lire les statuts du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Les Fonds monétaires et la Banque mondiale n'ont pas été créés pour développer des États. Ils ont été créés pour aider les États à se développer. Et je vous informe que la Banque mondiale a été créée pour aider d'abord les Japon et la France. Par la suite, ces deux États se sont développés. Et si on n'avait pas amené les aventuriers au gouvernement, autour de 2012, là, nous allons être effectivement sur la voie du développement. Nous sommes le 26 mai 2001. Le nouveau président va recevoir la délégation des institutions de Bretton Woods. Il y a eu 3 choses qui lui ont été conseillées. Il fallait laisser la monnaie flotter. Il fallait pratiquer la vérité des prix dans le secteur pétrolier. Et il fallait accepter la foultitude des réformes qui étaient proposées. Dont la réforme phare, ça a été le code minier de 2002 qui a été attrayant. Et ce sont ces 3 mesures du Fonds monétaire et de la Banque mondiale qui ont amené les développements. Alors quand vous parlez du Fonds monétaire, cherchez les économistes, n'allez pas nous prendre ces gens qui achètent les diplômes dans les universités. Soit on connaît, soit on ne connaît pas. Les institutions de Bretton Woods ont été créées pour venir au secours des économies en difficulté. Lorsqu'on fait la planification économique, on le fait à court, moyen et long terme. Tous les États ont besoin de ces appuis militaires à court terme. Il ne faut pas que les gens débutent de son aide. Et là, je sais qu'ils représentent plusieurs personnes. Vous, notre presse, vous êtes plus intelligents que certains ministres. Mais malheureusement, pour soutenir des gens, pour des raisons sentimentales, vous faites passer pour des savants, des gens qui ne figurent sur aucun répertoire scientifique, ni dans ces pays, ni dans le monde. Et ils tiennent des discours. Vous êtes très dur, Pasteur. Ah, oui, là je parle comme professeur d'université, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je suis très rigoureux de ce côté-là. Quand je vois les gens partir acheter les doctorats, ça me fait très mal. Moi, je n'ai pas écrit ma thèse à l'âge de retraite. J'ai souffert pour cela, je ne peux pas accepter d'avoir les mêmes titres que celui qui n'a fait qu'acheter ça. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? En disant cela, je n'ai pas dit que je suis plus intelligent que les autres. Mais je voulais dire que celui qui tient ces discours-là, certainement que c'est un diplôme en économie. Les questions de développement sont polygonales. Plusieurs auteurs en ont débattu, c'est notamment Rostow. Il vous dit qu'il s'agit d'une démarche processuelle. Donc, pour me récapituler, les institutions de Bretton Woods n'ont pas été créées pour développer les États, mais pour venir aider les États à se développer. Et la croissance que nous avons vécue dans ces pays depuis 2001, ça a été l'œuvre des institutions de Bretton Woods. Et si la seule personne qui peut s'en prendre, c'était le premier d'entre nous. Ce n'est pas ce que vous, la presse, vous avez cherché à faire croire aux gens ici. Donc, le naufrage a commencé en 2012. J'étais sur cette table pour expliquer que ces gens jouent avec le pays.
Okay. Mais malheureusement, quand on passe vous, non, celui-là, c'est l'expert. L'expert en quoi? Expert en quoi? Nous n'allons pas le lui Pasteur Foy, nous n'allons pas terminer sans parler de la MAV, la machine à voter. Vous êtes candidat numéro 43 de la circonscription de la Funa. Votre analyse, on doit aller, parce que les politiques ont dit, on a 3 tendances aujourd'hui. Sans la machine à voter, avec ou sans la machine à voter, et avec la machine à voter. Et le pasteur Foy se situe où dans tout ça? Merci madame. Les gens là qui vous disent qu'ils ne veulent pas de la machine à voter, ils vont négocier la transition avec la majorité chaque nuit. Ils savent que je dis la vérité. Mais ils préfèrent prendre les enfants des autres, les exposer à la mort. Je répète qu'ils sont, leur manœuvre c'était qu'il n'y ait pas les élections le 23, comme ça et ils allaient prendre les 2 ans qu'on a accordé à Genève. Je te dis, aujourd'hui là, moi je suis en train de m'engager dans la vie politique, je suis l'actualité régulièrement. Mais ça ils ne disent pas à leurs militants. Moi je pars d'un raisonnement. En 2006, il n'y avait pas de machine, on a triché. En 2011, il n'y en avait pas, on a triché. C'est-à-dire que même en 2018, qu'il y ait des machines ou pas, on trichera toujours. S'ils veulent tricher, ils vont tricher. C'est ainsi que moi, je suis de ceux qui pensent, nous allons aux élections avec ou sans machine. Mais qu'est-ce que je propose? Les matins, nous votons. Et les soirs, à partir de 16h. On commence le décompte. Non, nous revenons, chacun rentre là où il avait voté. On encercle les bureaux pour prendre les résultats. On prend les PV, on filme avec l'évolution de la technologie, tout commence à circuler sur la toile. On va couper le net, hein. Vous le savez. Non, écoute. C'est malhonnête de dire aux gens que nous n'allons pas aux élections et d'aller chez les mêmes personnes négocier la transition. C'est stupide. C'est stupide. Donc je dis ceci. Moi, mon point de vue, je ne suis pas informaticien. Mais je constate qu'en 2006, d'après ce qui nous a été dit, on avait triché. 2011 même. Il n'y avait pas de machine. C'est-à-dire que s'ils se sont des tricheurs, ils vont continuer à le faire. Pasteur, alors maintenant, c'est pourquoi moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut y aller avec ça. Du moins, on doit changer le visage. Okay. Et en prenant précaution. Mais c'est malhonnête de dire aux enfants des autres que nous n'allons pas avec machine et l'année aller négocier des postes. Nous allons terminer. C'est stupide. Vraiment quelques minutes. C'est stupide. Les accords, le Congo a tellement de la valeur pour moi que tout celui qui joue avec le Congo, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, il va me rencontrer sur son chef. Le contenu des accords. À Genève, on a accordé, ils ont voulu donner à Martin Fayoulou 2 ans pour une transition. On a ouï dire que c'était ça. Et après, on va organiser des élections bien sérieuses, bien crédibles et tout ça. Mais l'accord de Nairobi, il y a eu partage des postes, on a vu. Est-ce que pour vous, vous qui êtes analyste, là, en tant qu'analyste, c'est ça les accords? On négocie avant, on se partage les postes avant, ensuite on y va. C'est comme ça que ça se passe dans le monde? Bon, en fait, j'ai entendu même encore les gens qui disaient que non, en matière de leadership, on ne peut pas changer des signatures. Mais ces gens-là, ils ont fait le management où? Non, sachez que les gens nous suivent. Quand vous parlez à la télé, sachez, tel que moi je parle là, tu vois que je finis toujours par dire que je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, parce qu'il y a des gens plus intelligents que moi qui me suivent. On a entendu trop de bêtises sur vos plateaux. C'est pourquoi moi j'ai levé l'option. Quand je vois des trucs comme ça, je zappe. Je préfère suivre les Chinois, même si je ne comprends pas les mandarins. En leadership, en fait, le leadership fait partie du management. Il y a 3 styles de direction. Il y a le style autocratique, il y a le laisser-faire, il y a le style participatif. Dans le style participatif, le leader peut prendre une décision. Et régner après. Non, c'est pas régner. Ça, ou retirer la signature. Retirer la signature. J'ai dit ceci. Au nom de la théorie de la personnalité corporative, le leader peut prendre une décision et la structure qu'il représente peut lui dire que nous ne sommes pas d'accord avec cela. Okay. C'est déjà arrivé plusieurs fois dans le monde. Le cas le plus récent, c'est de Donald Trump. Mais comme les gens sont payés et qu'ils ont un message à faire passer, soit ils ne connaissent ou ils connaissent ou ne connaissent pas. À l'époque où nous avions des entreprises publiques dans ce pays, on avait le directeur général, on avait le conseil d'administration. Le directeur général pouvait prendre un engagement
le conseil d'administration pouvait régler cette affaire. Donc je peux vous donner des exemples même en droit international. Par rapport au partage, puisque la télé c'est le temps, le partage des postes avant qu'il y ait la formation de ce gouvernement ou avant les élections, ça s'est fait aussi ailleurs? Non, les conseils, lorsqu'on fait des alliances politiques, On se partage ce sont des alliances, non, ce sont des alliances conditionnelles. C'est-à-dire, on dit que c'est toujours si nous gagnons. C'est-à-dire que si nous ne gagnons pas, l'accord tombe de lui-même. Vous comprenez? Même dans la Bible, lorsqu'il y a eu un dol dans un accord, tu lis les règlements de la Bible, regarde lorsque les deux espions arrivent chez la prostituée, ils lui disent que notre engagement ne nous sera opposable que si tu mettais le fil rouge sur ta fenêtre. Donc, c'est-à-dire que si la dame ne mettait pas le fil rouge sur la lettre, le contrat n'avait pas de valeur. En fait, tous ceux qui ont fait le droit savent que vous pouvez signer un contrat. Lorsque vous découvrez qu'il y avait un dol, on annule. C'est comme toi, là, si on t'engage avec un faux diplôme. Tu ne dois pas dire que non, comme j'étais déjà engagé, c'est fini. Non, il y a eu dol. C'est un débat qui ne se pose même pas dans les milieux des scientifiques. Mais comme aujourd'hui, la télé, c'est l'affaire de toute la broutille. Je m'excuse d'être sévère aujourd'hui. Ailleurs, les personnes qui passent à la télé sont sélectionnées. Pas selon les liens du sang et des sentiments. Mais ici, c'est tout le monde maintenant. Je ne dis pas que moi je suis plus intelligent que les autres. Moi d'ailleurs, si je suis passé, c'est parce que c'est la télé de mon beau-frère. Mais je vous demande de sélectionner les gens qui doivent parler. Ça fait honte. Vous savez que j'ai suivi à l'époque où Papa Tshisekedi est mort. Les experts que nous avons maintenant sur le Congo, qui ne savaient pas comment on calcule la mesure de surface, ils disaient, c'est que ce caveau-là va prendre même le terrain de golf. Quelle stupidité! Vous sachez que les gens vous suivent. Ok. Voilà. Nous allons aller directement par rapport à la présentation du budget de M. Chadari. Vous le savez, le candidat du Front commun pour le Congo a présenté son budget et Mende Oumalanga, le porte-parole du gouvernement et porte-parole de leur plateforme, a réagi face au financement par rapport à cette question du financement du Front commun pour le Congo. Au cours de ce face-à-face avec la presse, la MONUSCO dit insister sur la fiabilité du fichier électoral. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies souligne par ailleurs que toutes les parties prenantes au processus électoral restent engagées en dépit de la persistance de quelques points de divergence sur la machine à voter et le fichier électoral. Soucieux d'être entendu et bien compris de tous, Emmanuel Ramazani Chadari a décidé de s'adjoindre quelques spécialistes des signes, du langage des signes, pour les malentendants, parce que eux aussi sont des citoyens qui méritent son attention. Je voudrais déférer à un devoir d'information pour ceux qui, invoquant un souci de bonne gouvernance, n'ont eu de cesse ces derniers jours de nous accuser, nous, Front commun pour le Congo, d'user et d'abuser des ressources de l'État pour une campagne qui n'a même pas encore commencé. À l'instar de nos activités passées et de nos activités à venir, à l'occasion de cette salle où nous nous trouvons, et les services des spécialistes du langage des signes auxquels notre candidat a fait appel, de même que le test cocktail qui nous sera servi à la fin de cette cérémonie, sont intégralement, je dis bien intégralement, pris en charge par le Front commun pour le Congo. Je voudrais que l'on retienne cela, que l'on évite dorénavant de s'abîmer dans ces polémiques qui n'honorent pas leurs auteurs et qui risquent de leur entraîner des procès en diffamation bien inutiles parce que notre peuple a besoin d'autre chose. Dans un salon Congo refusant du monde, devant les cadres du FCC et la presse,
Ramazani Shadari va décliner son programme en commençant par la présentation de sa personne. Ensuite, le candidat du Front commun pour le Congo à la prochaine présidentielle va annoncer l'avènement d'une nouvelle ère, ce avant de rendre hommage à Joseph Kabila, qu'il considère comme l'architecte de la démocratie. De son programme, il est à retenir 4 axes, celui du renforcement de l'autorité de l'État et l'amélioration de la gouvernance publique, la construction d'une économie diversifiée et compétitive, la lutte contre la pauvreté et l'accès aux services sociaux de base, et enfin la réaffirmation du rôle géostratégique de la RDC. Le dauphin de Joseph Kabila ne s'en cache pas, il veut poursuivre l'œuvre du Raïs avec, dit-il, une projection vers l'avenir. Je chemine vers la magistrature suprême, en m'appuyant sur un héritage qui me servira de ressort pour aller plus loin, aller plus haut vers la grandeur dont revêt déjà les pères de l'indépendance de notre pays. Je connais certes le contexte dans lequel nous évoluons, l'enjeu que nous représentons au regard de notre histoire, de notre position géostratégique, de nos ressources naturelles et humaines. Autant nous sommes vulnérables au regard de tel autre aspect, autant nous disposons d'indiscutables atouts pouvant nous permettre de nous protéger, de nous défendre et surtout de nous faire respecter. S'agissant justement des projections, Shadari envisage un budget quinquennal estimé à plus ou moins 86 milliards de dollars. Celui que l'on surnomme coup sur coup va également prendre une série d'engagements aux allures d'un pacte avec le peuple congolais qu'il compte traduire en actes une fois élu. Ramazani Shadari Emmanuel dit vouloir ensemble avec le peuple gagner le pari du développement et de la dignité du Congolais. Là, je prends l'angle de l'économiste. Vous avez suivi Monsieur Poyi. Le candidat Emmanuel Shadari a proposé 86 milliards pour 5 ans. C'est faisable? C'est pas de la démagogie? Merci Madame Paulette. Je voulais d'abord préciser quelque chose. Lorsque je dis qu'il y a des politiciens qui vont acheter des diplômes à l'université, ce n'est pas tous les politiciens. Il y a quand même des politiciens qui ont fait de bonnes études. Okay. Mais nous devons dénoncer là les mauvais là. Ils sont très nombreux. Il y en a plein. Oui, il faut les décourager. Mais pour revenir par rapport à... En fait, le budget de l'État relève de la planification économique. Et lorsqu'on fait la planification économique, il y a 2 méthodes pour faire la planification en ce qui concerne les recettes. C'est soit les pénultièmes années, soit l'évaluation directe. Mais quand vous lisez les programmes qu'on nous a présentés partout ici, personne n'a fait l'évaluation directe. J'ai l'autorité de le dire. Explicitez peut-être cette base-là qui nous suit. En fait, il y a des outils de l'économétrie qui vous permettent pas de déterminer exactement, mais d'avoir une idée sur la capacité financière de votre pays. Ces études-là n'ont pas été menées. N'ont pas été menées ici. Oui, mais je comprends, ils font tous la pénultième année, c'est-à-dire ils partent du principe qu'aujourd'hui nous avons 6 milliards. Demain, on peut et comme il y a les 15 milliards qui nous échappent, on peut récupérer une partie. Mais ce qui est vrai, c'est d'après les études que nous avons menées en 2010, avec les indicateurs de 2010, notre capacité financière était autour de 20 milliards de dollars. Pour l'an? Oui. Mais la planification économique est par essence minimaliste. C'est-à-dire? On ne tient pas compte des valeurs plafonds. Lorsqu'on fait la planification économique, il faut tenir compte des valeurs planchers. C'est-à-dire qu'il faut prendre les minima. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, les budgets, c'est le minimum qu'on doit faire. Parce que j'entends souvent les gens disent que nous avons fait un dépassement. Évidemment, il y a eu l'efficacité, mais les gens doivent avoir constamment à l'esprit que le budget, qui est un plan annuel d'un État, est minimaliste. C'est-à-dire c'est le minimum qu'on peut collecter. Vraiment, comme actuellement, c'est vraiment le minimum qu'on peut collecter. C'est le minimum. C'est 3 milliards. Aujourd'hui, le minimum qu'on collecte, c'est 3 milliards, 4 milliards. Non, oui, non, ça c'est parce qu'il y a cette paresse professionnelle.
je vous ai dit qu'il y a des études sérieuses menées par Mokoko, par Zorobambi. Il y a 15 milliards qui échappent à l'État. Et moi, je les complète les deux en leur disant que les 15 milliards là, c'est par rapport à ce qui était collectable. C'est par rapport au bassin des contribuables qui a été exploité. Mais au regard de la paresse de notre fisc, il y a plusieurs contribuables qui ne sont jamais atteints. Vous comprenez? C'est-à-dire que les minimums aujourd'hui, si quelqu'un propose déjà les 15 milliards là, c'est déjà acceptable, c'est déjà dans les bons. Mais seulement ce que je voulais que les gens sachent, c'est que le budget n'a jamais été maximaliste. Les budgets, c'est-à-dire, c'est ce que nous pouvons faire au minimum. Mais je voulais, pourquoi en planification économique, on veut qu'on soit minimaliste? Je vais vous donner l'exemple de Pascal Lissouba. Lorsqu'il prend le pouvoir, lorsqu'il prend le pouvoir, les prix du baril étaient montés jusqu'à 70 $. Et pour ceux qui ont eu le temps de lire son programme de gouvernement, tout était fait en fonction de 70 $ les barils. Mais quand il a commencé, les barils avaient retrouvé sa valeur normale de 30 $ à l'époque. Les gens ne l'avaient pas compris. J'avais cherché ça à expliquer à certains collègues d'en face que non, ces économistes avaient commis une sottise. Donc on ne fait pas de la planification économique dans les contextes de fluctuation. Donc il faut être toujours minimaliste. Donc de tous les candidats, celui qui a présenté ne fût-ce que 15 milliards, c'est déjà acceptable, mais ce que je voudrais dire, que c'est possible d'aller au-delà. C'est pourquoi à un certain moment, j'avais moi soutenu les plans économiques de Dr Tchani. C'est vrai que sur le plan politique, il n'a pas d'assises, mais son plan, je demande même à ceux qui travaillent sur le plan national de notre stratégie de développement, de lire ce plan-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a une foultitude de ressources. Je vous ai dit que nous devons quitter ce modèle économique axé essentiellement vers les secteurs miniers, parce qu'avec les 145 milliards d'hectares que nous avons dans le secteur forestier, avec un montage financier, ça peut nous rapporter 10 milliards de $. Quand vous allez dans le secteur agricole, si nous exploitons nos 115 millions d'hectares, nous pouvons non seulement assurer l'autosuffisance alimentaire, mais nous pouvons même exporter, ça sera une source de devises. Pour ceux qui connaissent l'histoire du pays, parce que j'entends, les gens ne comprennent pas que les pouvoirs comme l'avoir dans les États ont toujours été cycliques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une province peut être riche, demain elle sera pauvre. J'entends souvent les gens dire que non, c'est le cuivre qui fait nourrir le Congo. Non. Nos ancêtres ont été nourris par l'huile de Bandundu. Et les veillères de l'Équateur à l'époque. Vous comprenez? Donc ce sont les gens que vous faites passer comme des savants sur vos plateaux ici. Et quand nous suivons ça, c'est qu'on fait, on zappe. Ok. Est-ce que, une question directe, là je le pose aussi à l'économiste. Est-ce que le Congo, la RDC est un paradis fiscal? On m'a dit de vous poser cette question. Oui. Parce que vous avez parlé du fisc. Oui, je voulais informer les gens que la République démocratique du Congo, c'est parmi les pays qui ont la pression fiscale la plus faible. Notre pression fiscale n'a jamais dépassé 13%, comme j'ai entendu certains experts entre guillemets. Je n'ai rien contre les Occidentaux, mais je voulais vous dire qu'on n'envoie jamais les meilleurs en Afrique. Lors du forum sur la réforme fiscale au Grand Hôtel, on nous a amené des experts qui disaient que la pression fiscale en RD Congo était plus de 50%. Wow. C'était pas 18%? Non, c'est stupide. Nous n'avons jamais, tel que nous parlons là, c'est 11%. J'ai encore suivi une bêtise lors de la défense budgétaire à l'Assemblée nationale. Un député qui disait que non, notre pression fiscale est de 15%. Il prend les montants total du budget, divise par PIB. Il a été mal conseillé. Donc quand on parle pour calculer la pression fiscale, c'est le ratio entre seulement les recettes fiscales et le PIB. C'est ce qui fait que notre pression fiscale, depuis que le Congo est Congo, n'a jamais dépassé 13%. Je voulais encore apporter une précision parce que j'entends les gens dire que nous avons la donne la plus chère du monde. Exactement. Et malheureusement, ceux qui disent cela ne savent pas que le monde a 197 États qui sont membres de l'ONU, 4 États de simples observateurs, notamment le Vatican. Ils ne connaissent pas ça, mais ils vous disent comme ça que c'est la donne la plus chère. Mais lorsque vous lisez les publications de l'OMC, en Afrique subsaharienne, à part la Namibie, il n'a pas mieux que la RDC. Ah bon? Tu étais à mon bureau une fois, je t'avais montré le profil tarifaire du monde. Exact. Donc je fais ça au quotidien, c'est mon travail. Je le fais pour le compte des Nations Unies.
Bref, c'est pour dire. Pourquoi les gens ont cette impression-là que ça coûte cher? Non. Pourquoi? Quelqu'un qui achète par exemple son véhicule à 3 000 c'est la parafiscalité. C'est la parafiscalité qui vient se disposer sur les droits des douanes. Et pour vous expliquer pourquoi les gens ne comprennent pas les biens qui viennent de Luanda coûtent moins cher, je vais vous donner, demander à tous ceux qui sont dans le commerce international. En 1968, dans ces pays, les laissés-suivre étaient gratuits. Dans tous les pays frontaliers ici, les laissés-suivre est gratuit. Laissez suivre. Mais au Congo, ça veut dire quoi, les laissez suivre? C'est un document qu'on achète chez l'armateur pour vous permettre de commencer les formalités. Là, nous parlons à et là, tout le monde n'est pas économiste. Et on laisse tout ça. Il n'y a personne pour dire, rappeler à ces gens, tous ces transitaires le savent, qu'en 1968, les laissés-suivre étaient gratuits. Il y avait une... Oui, c'est payant, mais c'est ce qui vient alourdir les frais de dédouanement. Ça, c'est de l'économie, ça ne se fait pas sur la rue. Et lorsque les gens disent que nous sommes un paradis fiscal, je ne le crois pas, mais nous sommes un pays qui fait beaucoup d'évadés fiscaux. D'évadés fiscaux? Oui, nous avons des évadés fiscaux tout simplement parce que, en fait, les taux de l'impôt obéit à une logique de l'élasticité économique. Lorsqu'il s'agit de l'impôt sur la dépense, son taux doit obéir à l'élasticité de la demande, tandis que lorsqu'il s'agit de l'impôt sur les revenus, on doit tenir compte de l'élasticité de l'offre. Donc tout ça c'est comme ça, mais chez nous quand on attribue le taux des impôts, c'est comme les maillots qu'on attribue au maillot des joueurs de Mazem. Ok. Nous allons terminer par le social. Et chez nous, les études sérieuses ne nous disent rien. Nous allons terminer par... C'est pour cela que je suis le candidat numéro 43. Je veux le dire. On va rationaliser la gouvernance. Candidat numéro 43, Funa. Rationaliser. Là, en tout cas, si le pasteur employé à l'Assemblée nationale, le Premier ministre qui viendra déposer son budget, et préparez-vous, hein, ça sera dur. Nous allons terminer par le social. Toi, tu habites la cité verte, il faut voter pour moi. Je te l'ai dit. Si tu ne votes pas pour moi, tu seras poursuivi pour les Tibao. Voilà. C'est grave, c'est grave. Nous allons terminer par le social, par cette note un peu triste, la manifestation des étudiants à l'UNIKIN. Vous savez, il y a eu des morts après que les étudiants aient, comme leur dit, réclamé leur droit, la reprise des cours à l'UNIKIN. Il y a eu 2 morts qui ont été enterrés cette semaine. Le sit-in par rapport à notre collègue Peter Tiani. Peter Tiani a déjà fait plus ou moins 3 semaines à Makala et certains journalistes se sont levés pour demander ne fût-ce que sa liberté provisoire. Et nous allons terminer par la hausse de prix. Les jeunes économistes, nous allons savoir un peu pourquoi. Il y a eu hausse de prix du carburant encore cette semaine. Image, s'il vous plaît. Ils sont descendus dans la rue pour la 1e fois ce lundi 19 novembre à l'université de Kinshasa. Les étudiants manifestent pour exiger 3 démissions, à savoir celle du coordonnateur des étudiants, du recteur de l'UNIKIN et celle du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbikai. En croire un étudiant contacté par la rédaction de 7sur7.cd, un ultimatum de 5 jours a été lancé par les étudiants à l'endroit de ces autorités. Pour rappel, les étudiants de l'UNIKIN organisent depuis quelques jours des manifestations pour protester contre la grève de professeurs, des manifestations qui ont coûté la vie de 2 étudiants dans l'espace d'une semaine. Selon notre source, cette manifestation s'est déroulée sans incident, en l'absence des éléments de l'ordre. À travers des calicots, voire des chants, ces journalistes ne réclament qu'une seule chose. En effet, cela fait plus de 20 jours que le directeur général du magazine Le Vrai Journal est incarcéré à la prison centrale de Makala. Une détention qui commence à s'étirer en longueur. Inquiets, ses collègues ont décidé de faire un sit-in devant la primature, mais ils seront contraints de se limiter dans les abords des bureaux de Bruno Tshibala. Nous estimons qu'il y a un élément qui a été diffusé dans Le Vrai Journal. Donc Peter n'est pas commentateur, il n'est pas signateur. Et là, nous constatons tout ce qu'ils nous ont promis, qu'ils vont causer avec le Premier ministre, il n'y a pas de suite. Entre-temps, il est en train de croupir. C'est depuis les 7 que notre confrère a été arrêté. Nous sommes résolus pour voir le Premier ministre et faire passer notre message, pour qu'il puisse faire libérer notre confrère qui est innocent jusqu'à ce jour. Ses enfants sont malades actuellement, sa maman a piqué une crise, et nous sommes là
bon, on ne fait rien, on va dire qu'on va se lancer en campagne. C'est comme ça que nous nous sommes décidés d'aller aujourd'hui demander devant vous, la police, et devant le monde, la libération de Peter Tiani par le Premier ministre. Pour rappel et en toile de fond de l'arrestation de Peter Tiani, la diffusion dans son magazine Le Vrai Journal d'un reportage mettant en cause l'un des proches du Premier ministre dans le vol d'une somme importante d'argent dans la maison de celui-ci. L'augmentation du prix de carburant suscite des réactions à Kinshasa. Pour ce vendeur du pétrole, c'est un manque à gagner. Il estime que cette hausse ne pouvait intervenir s'il y avait rareté du carburant sur le marché. Nous sentons un peu un manque à gagner parce qu'il n'y a plus de clients qui viennent nous acheter comme auparavant. Nous sommes aussi un peu satisfaits pour cette augmentation du prix, vu les taxes que nous payons, la tracasserie. Certains se disent choqués et inquiets de cette augmentation brusque du prix de carburant à la pompe. Je ne sais pas pourquoi il y a hausse des prix. Les dollars restent à 16 000 et quelques et il y a toujours augmentation des prix pour les carburants. On ne comprend rien, ce n'est pas normal, ça nous inquiète. Normalement, ça doit inquiéter, à moins qu'il y ait une raison valable. Quand il y a la majoration des transports, cela veut dire qu'il y aura aussi la majoration presque partout, que ce soit pour la marchandise et autres. Cependant, ces Quinois demandent au gouvernement congolais de revoir les prix du carburant, car, disent-ils, cette situation risque d'influencer la structure des prix de produits de première nécessité sur le marché. Trois sujets, trois angles avec M. Mpoi. Je commence par le professeur Mpoi. Les étudiants ont manifesté à Kinshasa, à l'université, pour réclamer leurs droits, mais il y a eu des morts. Est-ce que, la première question, est-ce que la violation des sites universitaires, est-ce que doit-on à chaque fois utiliser des armes réelles, professeur Mpoi, quand les étudiants manifestent? D'abord, je voudrais présenter encore mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Là, je ne parle pas en tant que pasteur, mais je parle comme professeur de ces étudiants et comme parent. C'est anormal qu'on continue à tuer les enfants sur les sites universitaires. Je dénonce ça et je souhaite que les auteurs puissent subir la loi dans toute sa rectitude. Et je profite également de cette occasion parce que la faculté des sciences économiques de l'Université de Kinshasa est frappée par un cas de deuil. Je présente également mes condoléances à la famille du professeur Dr Mukendi Wamolumba. Nous souhaitons que ce genre de choses ne se répètent plus. Les professeurs réclament quoi? Leur salaire, c'est pour ça qu'ils sont en grève? Oui, en fait, il y a eu plusieurs problèmes qui ont été posés. Et comme ces problèmes ne parvenaient pas à trouver rapidement solution, les professeurs avaient levé l'option d'aller en grève. Et les étudiants n'ont pas supporté cela. Mais ce n'est pas pour cela qu'on doit tuer sur nos enfants. Et il faudra que la police puisse faire très attention. Chacun de nous a des enfants et personne n'acceptera qu'on puisse tirer sur son fils qui était parti paisiblement à l'école. Donc là, je voudrais vraiment que ça ne se répète plus. Sinon, nous-mêmes, nous allons marcher avec ces enfants en tant que professeurs. Parmi les problèmes, c'est le salaire des professeurs. Vous allez être prochain député. Est-ce qu'on doit nécessairement augmenter le salaire des professeurs, leur qualité de vie, faire en sorte que les professeurs congolais soient dignes de ce travail-là, comme les autres professeurs dans le monde? Je voulais d'abord vous dire quelque chose, madame. Dans l'échelle de valeurs, il y a Dieu, les anges et les professeurs. Qui sont négligés ici. Hein? C'est ça les référentiels dans les pays des hommes normaux. Mais ici, on prend les professeurs pour des va-nu-pieds. Mais je ne dois pas être ingrat pour ne pas reconnaître que beaucoup d'efforts ont été déployés. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que pourquoi aujourd'hui les politiciens se permettent d'aller acheter les diplômes à l'université? C'est parce que les profs n'ont pas suffisamment de moyens. Je plaiderai leur cause
C'est pourquoi je demande aux profs, aux étudiants, à toutes les couches sociales de me voter. Candidat parce que nous allons 43. nous battre. Numéro 43, Founa. Donc parce que nous devons nous battre pour que les études reprennent leur valeur. C'est nous qui avons éduqué tous ces Africains qui se jouent de nous. Tous ces voisins ici. On le sait. Beaucoup d'étudiés ici. Nous les avons non seulement lancés, nous les avons éduqués. Mais aujourd'hui, on nous Alors aujourd'hui, là, donc aujourd'hui, pour qu'un professeur congolais puisse avoir un salaire de 5 000 $, ça pose problème. Donc quand nous serons dans les institutions, nous allons d'abord nous occuper de ces corps-là atypiques parce que nous pensons que lorsque l'éducation va, tout va. Baladeur, hausse de prix des carburants, vous avez vu. Pourquoi cette hausse? Les gens ne comprennent pas. Hein, non, il n'y a pas rareté de... Non, il y a plusieurs indicateurs dans la structure de prix. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que depuis un certain temps, ils s'observent dans les secteurs pétroliers ce qu'on appelle la fiscalité négative. Donc l'État, pour contenir un peu la surchauffe au marché, est obligé de se priver de la collecte de certains droits. Mais je pense que le moment était mal choisi. Si moi j'étais conseiller du président, j'allais lui dire que le moment n'est pas indiqué. C'est vraiment un contre-marketing pour les candidats du FCC. Aïe, vous avez entendu. Là, je parle en tant que scientifique. Si moi j'étais le conseiller du président de la République, j'allais lui dire qu'on pouvait continuer à contenir ça dans le cas de la fiscalité négative. Parce que c'est vraiment... En fait, moi au-delà des sciences économiques, j'ai écrit une thèse en sciences politiques. Je donne des conseils gratuitement aux autorités. En toute, vraiment, les dernières secondes, votre action par rapport à Peter Tiani, vous avez suivi nos collègues qui sont allés manifester devant la primature. Peter Tiani n'a fait que relayer une information qui s'avérait vraie ou fausse, on ne sait pas, mais par rapport à un vol ou quoi chez le Premier ministre. Pour vous, Pasteur Mpoyi, la dépénalisation des délits de presse, vous allez vous battre aussi pour ça, pour que les journalistes ne soient pas arrêtés à tout bout de champ comme ça quand ils écrivent? D'abord, j'ai compatis avec Peter Tiani, qui est un ami. Vous savez que moi, je suis dans la presse bien avant plusieurs personnes. Nous avons commencé à prester dans les médias à l'époque où il y avait une sécheresse privée dans ce pays. Alors, ce sont les jeunes qui se débrouillent bien dans la profession, j'ai compati. Et si l'un des conseillers du Premier ministre va me suivre, qu'il demande au Premier de retirer sa plainte en tant que parent, je sais que ça lui a fait mal. Mais au-delà de cette compassion, je dois vous dire sincèrement en tant que pasteur, c'est que ce que nous vivons maintenant dans ce pays, ce n'est plus de la presse, c'est autre chose. Vous sentez de l'acharnement. Quelqu'un a ses idées à lui qu'il veut faire passer comme étant les idées de l'opinion. Et nous savons certaines des informations que vous donnez sont négociées dans les bureaux des politiciens. Ça, je ne dis pas que tout le monde le fait. Moi, je suis pasteur, je préfère vous dire la vérité. C'est connu de tous aujourd'hui qu'il y a des journalistes qui sont payés par un opposant riche. Il y a des journalistes qui sont payés par la majorité. Vous avez faussé les jeux démocratiques. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des grands journalistes, dont toi, mon ami, je vous demanderai de tenir aussi compte de la dignité des gens. Il y a trop d'affirmations gratuites. Je te donne un exemple, voilà. Je vous en prie, en quelques minutes. Les DGA de la DGDA, M. Kongolo Kabila, il est sombre. J'ai suivi, moi, l'un de vous, et il s'appelait juriste. Enfin, moi, je crois qu'il est diplômé en droit. Un juriste ne fait pas de choses comme ça. Il a fait passer ces DGA comme étant frère du président de la République. Ah, parce qu'il porte le nom de Kabila. C'est stupide. Donc, moi, j'ai compati, je suis l'ami des journalistes. Moi-même, je suis dans les métiers bien avant plusieurs d'entre vous. Je demande, je supplie le Premier ministre, Peter Tiani, c'est notre ami, c'est notre jeune frère, qu'il les libère. Nous-mêmes, nous allons lui prodiguer des conseils. Mais au-delà de cette compassion, ce que nous voyons aujourd'hui dans la presse, c'est vraiment autre chose. Merci au pasteur Godé Mpoyi, candidat numéro 43, circonscription de la Il faut me voter. Voilà, il a donné son point de vue par rapport à tous ces sujets d'actualité, mais je crois qu'avec la campagne, il reviendra pour expliciter encore, parce que cette fois-ci, il faut voter vraiment utile. Voter utile. Il faut me donner la chance. Je veux vous aider à développer le Congo. Nous n'avons que le Congo. Il faut me donner la chance. Il y a une seule chose qui touche ce pays, c'est le vol et le détournement. Voilà. Je vais y mettre fin. Merci beaucoup, chers téléspectateurs.
Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Et il faut voter pour moi. Si tu ne votes pas pour moi, tu seras poursuivi pour les Tibao. Merci, chers téléspectateurs, merci, chers followers. C'est ça l'ambiance à Congo Web Télévision. Nous sommes en train d'atterrir. Il faut un peu d'humour aussi, un peu. Voilà, nous nous retrouverons avec le même plaisir le dimanche prochain. Merci à Alain Bolikango, merci à Maurice Gigandou et merci à Agla. Nous nous retrouverons encore le dimanche prochain. Inch'Allah, au revoir.